commencer, donc, je vais demander à Fabrice Boissier, donc directeur général délégué de l'ADEME, de nous expliquer justement, comme on parle d'innovation sociétale, comment les comportements ont changé au niveau de la société et voilà, entre l'évolution des attitudes des gens. Peut-être que l'ADEME a un regard un peu sociologique sur tous ces changements. Oui, bonjour. Bon, d'abord, je voudrais féliciter FE pour avoir pris l'initiative d'avoir une table ronde sur les innovations sociétales, sujet qui dépasse largement la question du seul éolien, mais dans lequel l'éolien a un rôle à jouer, j'en suis certain, et je pense que je vais vous le montrer. La première table ronde a bien montré qu'on était dans un monde en mutation. Mutation technologique, mutation économique, les technologies de l'énergie changent. Je voudrais prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est dit sur les questions vraiment du secteur électrique et parler de mutation. Aussi plus largement, on a la mutation numérique qui est fondamentale et on a vu qu'elle impacte la question de l'électricité. Et sur l'énergie, plus largement, on a différentes ruptures qui arrivent. La rupture des convergences des énergies qu'on a parlé entre le gaz et l'électricité, la rupture du prix des ENR qui décroît avec les innovations qu'on a vues dans l'étude de l'ADEME, les réseaux électriques intelligents avec le numérique. Tout ceci constitue un paysage qui change très vite et donc une mutation forte. Deuxième élément de panorama à avoir en tête, vous le savez bien, c'est le changement climatique. On veut tous éviter la catastrophe, on est tous convaincus qu'il y a un problème de changement climatique et donc il faut aussi rentrer dans une mutation pour changer nos comportements collectifs, notre façon de fonctionner. Le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'en fait ces deux mutations, la mutation technologique et la mutation liée au changement climatique, il n'est pas du tout évident qu'elles convergent naturellement. On peut avoir l'impression de ce qui s'est dit là tout à l'heure que on voit bien les briques s'assemblent correctement, l'éolien baisse de prix, le système électrique s'adapte et donc on se dit c'est bon, on est sur la route. Mais en fait c'est plus compliqué que ça. Si on n'y prend pas garde, on peut très bien arriver avec des mutations sociales, techniques qui ne vont pas dans le bon sens. Exemple, le numérique, c'est du virtuel. Mais ça a un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, aujourd'hui, émet plus au niveau mondial que le transport aérien. Et il croît très très vite. Deuxième exemple, en parlant de technologie de stockage d'énergie renouvelable, on peut penser à ce que nous propose Elon Musk aujourd'hui. Donc la Tesla, voiture électrique, propre. Il propose aussi un modèle de panneaux photovoltaïques et de stockage pour avoir une maison en autoconsommation. Donc tout ça, ça paraît assez vertueux. Mais en fait, si on regarde quel est le modèle de société que ça fait derrière, ça fait un modèle qui n'est pas soutenable. Parce qu'on ne peut pas tous se permettre d'avoir une Tesla. Le modèle une personne, une voiture, ça ne passera pas à long terme. Pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le nombre de véhicules électriques qu'on peut avoir à l'horizon 2050. Et le modèle où chaque maison a son panneau photovoltaïque et sa batterie ne passe pas non plus en termes de consommation de matière. Donc, il faut qu'on pilote cette mutation pour la transformer en transition. Une mutation, c'est des choses qui changent, on ne sait pas où on va, et il faut qu'on aille vers une transition vers un monde bas carbone, écologiquement soutenable. Et ça passe par l'attention aux changements sociétaux, l'attention au comportement. Alors il y a des bonnes nouvelles, c'est que, par exemple, pour vous donner un peu les retours des sondages que fait l'ADEME, les Français sont prêts. Plus de la moitié des Français se disent qu'il va falloir changer les comportements pour vivre dans un monde désirable. Et plus de la moitié aussi considèrent que c'est plus une opportunité qu'une contrainte. Donc on part sur des bons fondamentaux. Un élément aussi important, c'est que les 3/4 veulent que ça se fasse dans un contexte d'équité. C'est-à-dire que les efforts soient collectivement partagés si on doit changer largement nos modes de vie. Mais, et il y a un mais, en fait, le changement des comportements ne suffira pas à prendre le virage vers la transition écologique. On voit que si on raisonne au niveau individuel, si on vous dit, voilà, dans votre maison, faites un effort, économisez l'énergie, passez au renouvelable et produisez moins de déchets. On a fait des expériences avec des familles volontaires. On arrive à réduire de 20% la consommation d'énergie, on arrive à réduire de 20% la production de déchets, mais on n'arrive pas au facteur 2, au facteur 4 qu'on cherche à avoir. Et donc là, il faut aller plus loin. Et ce que dit la sociologie, justement, les sciences sociales, c'est que quand on parle de comportement,
on ne va pas assez loin dans le raisonnement. Penser que nos comportements sont individuels, c'est omettre des choses importantes. Je parlais du numérique tout à l'heure, voilà, vous avez tous comme moi ça dans la poche. Si vous pensez que le fait que vous le regardiez comme moi 50 fois par jour est un comportement individuel, je pense que vous vous trompez complètement. C'est devenu, ce qu'on appelait avant un téléphone, c'est devenu maintenant un objet fétiche, un objet qui vous sert pour travailler, un objet qui vous sert pour vos loisirs. Et donc la représentation associée à ce téléphone, elle n'est pas seulement uniquement une question de volonté individuelle, de choix, mais elle est aussi une question de structure sociale, d'habitude collective, de choix de conformisme, au contraire de se positionner en différence. Et donc, si on veut changer ça, il faut changer aussi les structures collectives. Les structures collectives, pour les faire changer, il y a un point important au-delà des comportements qu'il faut avoir en tête, c'est les représentations. Nos comportements, nos agirs sociaux, nos modes de vie, ils sont largement influencés par les représentations qu'on a. Et ces représentations, elles sont en fait un mixte de la technologie, de la société et de ce que vous en recevez. Si je prends l'exemple de l'énergie, on a en fait une interaction très très claire entre le système énergétique qui modèle la société et la société qui va modeler son système énergétique. Si je regarde le système d'aujourd'hui, fossile, nucléaire, c'est le fruit de décisions politiques, de décisions techniques prises au XXe siècle, mais ces choix-là qu'on a faits, en fait, ont rétroagi et ont constitué nos représentations et nos fonctionnements. On a tous une voiture aujourd'hui qui fonctionne à l'essence. Le chauffage électrique en France est beaucoup plus largement répandu que dans d'autres pays. Ça fait partie des conséquences des choix qui ont été faits. Et donc, tout ceci, maintenant, nous place dans un monde de représentation. On a fait un sondage, les Français et l'environnement, l'année dernière. Quand on leur pose la question, quelle est l'énergie la plus performante? Ils ne répondent pas le photovoltaïque, ils ne répondent pas l'éolien, malgré ce qu'on a vu sur les prix qu'atteignaient ces technologies. Ils répondent le nucléaire. Et quand on leur demande c'est quoi les caractéristiques du photovoltaïque ou de l'éolien, ils répondent bah, c'est propre, c'est pas dangereux, ça pollue pas trop, ça aide à lutter contre l'effet de serre. Et donc on voit que ces représentations, il faut qu'elles changent si on veut passer au système énergique de demain. La bonne nouvelle là-dessus, c'est que ces représentations, elles peuvent évoluer très vite. Je vous disais, quand on dit quelle est l'énergie la plus performante, c'est d'abord le nucléaire qui sort, mais si on regarde par rapport à 2015, il a perdu 8 points dans les réponses. 32%, il était à 40% l'année dernière. Donc ça va très vite. Mais il y a aussi d'autres représentations qui ne vont pas dans le bon sens. Si on parle de l'éolien, quand on pose la question aux gens, accepterez-vous qu'un parc éolien soit installé à moins d'1 kilomètre de chez vous? France Énergie Éolienne fait souvent des sondages de ce type-là qui montrent que les gens sont plutôt favorables à l'installation des éoliennes. Mais si on se concentre sur ceux qui sont contre l'installation d'éoliennes et qu'on leur demande pourquoi, on connaît les raisons. La première, c'est le bruit. Et la deuxième, c'est l'impact paysager. Attention, entre 2015 et 2016, la nuisance sur le paysage a monté de 10 points dans la raison évoquée pour l'opposition à l'éolien. Ça veut dire que ce qui était avant peut-être un phénomène, oui, l'esthétique de l'éolien, on peut en discuter, on ne discute pas les goûts et les couleurs, c'est en train de montrer très très fort, parce qu'il y a de plus en plus d'éoliens, et donc il faut qu'on agisse aussi sur ces représentations si on veut pouvoir développer la filière. Alors qu'est-ce que ça peut nous donner comme feuille de route un peu pour les années qui viennent? Comment peut-on agir sur ces leviers en intégrant bien que les comportements ne sont pas uniquement individuels, qu'il faut agir en lien avec des comportements collectifs ou des représentations collectives et qu'il faut coupler ça avec les évolutions techniques et sociétales. Premier élément, il me semble qu'il y a une attente forte d'avoir une régulation qui ne soit pas une régulation qui est celle du mode qu'on avait auparavant. L'énergie est centralisée, elle est produite, organisée par l'État et quelques grands établissements comme EDF ou comme les régulateurs. Et le consommateur n'a qu'à appuyer sur le bouton ou appuyer pour allumer ou pour éteindre. Je pense que nos citoyens veulent aujourd'hui une gouvernance qui soit plus inclusive, plus participative, dans une logique qu'on pourrait appeler celle de logique des communs. C'est quoi des communs? C'est que quand on a un objet collectif, comme l'énergie, qui est produite par différentes personnes, qui est consommée par d'autres, mais qui est en fait un élément structurant de la société, il faut que les personnes concernées, qui ont un intérêt à cette question, se dotent collectivement de règles et de procédures qui leur permettent de gérer ensemble cette chose-là,
en prenant en compte les avantages, les conflits d'intérêts éventuels. Et donc cette régulation collective, elle commence à émerger. François Brottes citait l'exemple de Smile en Bretagne, du réseau électrique intelligent. C'est bien sûr de la technologie, non je crois que c'est Enedis qui en parlait. C'est bien sûr un réseau électrique intelligent avec beaucoup de technologies, avec des entreprises, mais c'est aussi un engagement fort des collectivités de Bretagne et de Pays de Loire. C'est aussi des commissions qui rassemblent les citoyens, les entreprises, pour discuter collectivement de qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, de toutes les données qu'on récolte, à qui vont-elles servir? Est-ce qu'elles appartiennent aux citoyens? Est-ce qu'elles appartiennent aux entreprises? Est-ce qu'elles appartiennent à Enedis? Comment est-ce qu'on va valoriser? Comment est-ce qu'on va partager les valeurs ajoutées? Donc, une logique de commun, ça me paraît un trend assez fort. Deuxième élément, c'est la territorialisation des questions de l'énergie. Je pense que les orateurs suivants en parleront aussi. On voit que en relocalisant les productions d'énergie, on peut changer aussi la représentation. C'est une chose de voir une éolienne près de chez soi, c'est une autre chose de savoir que cette éolienne, elle contribue à un système électrique dans lequel on est acteur éventuel, parce qu'on est aussi peut-être producteur soi-même, peut-être parce qu'on est actionnaire du champ éolien, et aussi parce qu'on est consommateur et qu'on sait que quand on consomme, il y a aussi un enjeu d'équilibre d'offre et de demande. Et enfin, dernier point que je voudrais mettre en avant, dans cette logique de réappropriation des questions énergétiques, je parle de gouvernance commune, on ne peut pas oublier les questions de concertation qui ne soit pas de la fausse concertation qui ressemble à la dictature. On veut développer les énergies renouvelables, on veut développer la sobriété énergétique, on ne peut pas l'imposer. Les mouvements descendants ne sont plus du tout à la mode. Et donc, il faut réussir à discuter, y compris avec ceux qui ne sont pas forcément de cet avis-là et qui n'ont pas forcément la même perception, la même représentation de l'opportunité que représente le développement des énergies renouvelables. Et donc, là-dessus, il y a des modes à inventer, des bonnes pratiques à faire. Il y a par exemple le guide Amorce et FE qui est un outil intéressant pour pouvoir discuter localement de projets d'éolien et d'éviter la confrontation entre les pour et les anti-éoliens. On pourra aussi travailler sur la représentation qu'on a de l'éolien. Est-ce que c'est quelque chose de cosmétique qui vient compléter le nucléaire? Est-ce que c'est un mât dans le paysage? Mais est-ce que c'est pas aussi, donc on a dit, un élément du système électrique? Est-ce que ce n'est pas aussi un élément de l'environnement? Est-ce que l'éolien n'a pas quelque chose à apporter sur la protection de l'environnement? Ça peut être une sentinelle de l'environnement. On peut acquérir des données sur l'environnement avec des éoliennes. Tout ceci doit permettre de sortir d'une confrontation un peu stérile entre des pour éoliens et des contre éoliens. Voilà. Merci. Donc, merci Fabrice Boissier, donc directeur général délégué de l'ADEME, pour cette analyse comme ça des évolutions au niveau de la société. Alors j'entends changer les représentations et puis ça passe notamment par plus de gouvernance, participer à la gouvernance des projets. Alors je vais proposer donc à Laurent Albuisson, vous êtes directeur Ouest Outre-mer de Quadrant. Donc Quadrant, c'est un développeur et producteur d'énergie renouvelable. Alors justement, vous avez une expérience de partage de gouvernance avec des citoyens dans le cadre de projets éoliens. Et ensuite, on parlera également de financement participatif avec Énergie Partagée, l'Indosphère qui sont ici présents. Donc toujours comment impliquer des citoyens. Laurent Albuisson. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je tenais à faire partager un petit peu l'expérience qu'on avait pu mettre en œuvre sur un parc qui n'est pas encore en service, mais qui est encore en cours de développement. Je vous avoue avoir été un peu surpris par le titre de la table ronde sur l'innovation sociétale. Déjà parce que, à titre un petit peu d'humour, on est un peu comme Monsieur Jourdain. On n'avait pas l'impression de faire de l'innovation sociétale. On avait l'impression justement d'essayer de mettre en place quelque chose qui correspondait à l'appétence d'un territoire. Qu'est-ce qui mène vers un partage de gouvernance et qu'est-ce qui mène vers un développement de projets éoliens participatifs? On pourrait avoir tendance à dire il faut faire de la concertation, il faut que les gens puissent participer aux décisions. Oui, c'est le cas. Ça nécessite quand même un préalable que je souhaite rappeler, c'est qu'il faut que les gens sur le territoire du projet aient envie de s'impliquer. Ce n'est pas le cas de tous les territoires. Et donc c'est à l'opérateur que nous sommes, par exemple Quadrant, d'essayer de voir si, quand on démarre un développement de projet, il y a justement ce réceptacle
cette appétence pour essayer de mettre en place quelque chose de différent du développement classique. Je fais une réunion en conseil municipal et puis après je fais une réunion publique qui en général se passe très mal et j'essaye de mettre en place une concertation qui puisse être un petit peu efficace. Alors, qu'est-ce que vous avez fait chez Cadran? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait, c'est l'exemple du projet des ailes de Taillard, qui se situe dans un parc naturel régional. Alors c'est, je pense, pas totalement anodin, justement, dans l'implication des habitants et dans l'appétence du fait que les gens aient envie de participer au projet. Donc dans le parc naturel régional des Monts du Pilat, où par le biais d'abord de la collectivité et d'une association pour la promotion des énergies renouvelables, il y a eu un cahier des charges assez sommaire en disant on veut un opérateur qui ait envie de partager la gouvernance du projet. Et c'est là que, en fait, au final, comme je disais, sans le savoir, on a fait de l'innovation sociétale. C'est-à-dire qu'on a pris ce cahier des charges qui était quand même assez fin et on a essayé de bâtir un mode de développement de projet et un mode de fonctionnement des décisions qui permettent de correspondre à ce que souhaitaient les gens. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'adaptation de la part des opérateurs parce que c'est quand même pas naturel de dire on va tout mettre sur la table et essayer de comprendre quelles sont les contraintes d'un opérateur, quelles sont les contraintes des habitants, quelles sont les contraintes des collectivités pour pouvoir faire avancer un projet éolien parce que l'objectif c'est quand même que le projet avance. Quel modèle Donc, le modèle qu'on a mis en place, et qui était vraiment sollicité par les gens, c'est de faire un modèle de partage. J'aurais tendance à insister sur ce mot parce qu'on a décidé collectivement avec la collectivité, donc c'était la communauté de communes en particulier. Alors je tiens à rappeler que ça a nécessité une petite gesticulation juridique parce que c'était avant la loi de transition énergétique, donc avant que les collectivités aient la capacité d'investir dans des sociétés de projet. Mais on a décidé de partager dès le début l'ensemble des éléments de risque du développement de projet, d'information et de gouvernance du développement. C'est-à-dire qu'on a, dès le départ, créé une société de projet qui allait porter l'ensemble du développement du projet. Société qui est détenue à 50% par Cadran, qui est l'opérateur technique et industriel, à 25% par la collectivité. Alors c'est là où il y a eu la petite pirouette juridique, parce que la loi de transition énergétique ne le permettait pas pour la communauté de communes, mais maintenant elle va reprendre ses droits dans le dossier. Et le dernier quart est détenu par plus de 120 citoyens, soit en direct, soit sous forme de cigale. Donc, et l'objectif, c'était de dire, bon, tout ça, ça fait quand même beaucoup de monde, et il faut arriver à ce que l'information puisse circuler, à ce qu'on puisse arriver aussi à générer des décisions, parce qu'un projet, c'est pas juste c'est faire des choix stratégiques, c'est arriver à expliquer les choix, et donc mettre en place un système de gouvernance, un comité qui est relativement large, qui fait 8 personnes, où chaque instance est représentée, et avec un objectif de collégialité sur toutes les décisions stratégiques. Et qu'est-ce que vous avez vu évoluer parmi ces 120 citoyens qui se sont impliqués dans la gouvernance du projet, dans leur comportement, leur motivation? Voilà, dans leur comportement et leur motivation. Il y avait un panel de personnes qui étaient avec des motivations qui étaient toutes assez différentes. Il y avait de l'aspect très militantiste, je veux travailler à la transition énergétique et au 100% renouvelable, et je veux qu'on arrête les centrales nucléaires. Enfin bon, ça on a entendu à peu près tous les discours. Mais au final, à force de travailler dans le projet et à force de partager l'information, de partager à la fois l'information sur les contraintes des uns des autres, les contraintes environnementales, les contraintes paysagères, les contraintes foncières, tout bêtement, ça a permis aux gens de, au final, se concentrer et de s'impliquer dans le projet et de s'approprier le projet de leur territoire. Et clairement, on a vu s'organiser l'ensemble des parties prenantes, et même au-delà, parce que quand il y a une personne qui avait souscrit au capital initial de la société de projet, on a toute la famille qui est derrière, qui s'implique, qui pose des questions et qui s'intéresse au dossier, et ça a créé un espèce d'écosystème qui permet
qui ne résout pas toutes les problématiques d'acceptabilité. Clairement, ça n'empêche pas les recours, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des personnes qui puissent s'opposer au projet. Par contre, le fait de partager ça de manière très large, ça crée une capacité de diffusion par l'ensemble de ce collectif. Et à minima, j'entendais tout à l'heure Jean-François Carinco parler de vérité, à minima, ça pose la vérité sur ce qu'est le projet. C'est-à-dire que ça évite tous les faux discours sur « ah oui, mais on ne sait pas combien il y a d'éoliennes, les gens n'étaient pas au courant, etc., etc. » Là, à minima, il y a un vent de vérité sur le territoire, où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire « oui, mais ça va impacter ci, ça va impacter ça », et je dirais que la vérité va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la question qui est posée, potentiellement soit par un opposant, soit par quelqu'un qui a une vraie question à poser sur le projet, si on a estimé qu'elle était pertinente, effectivement, on l'a intégrée dans les études d'impact. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'en tant qu'opérateur, certains sujets d'écoulement d'eau, de sources, etc., on s'était dit que l'impact a vraiment, a priori, pas l'air d'être très important. Mais au final, c'était une vraie préoccupation des habitants. Et on a complété l'ensemble des dossiers dans ce sens-là. Par contre, quand c'était un espèce de feu de paille en disant « ouh, ça va faire ci, ça va faire ça », le vent de vérité a aussi fonctionné dans l'autre sens en disant « attendez, comme la plupart des questions qu'on a dans les enquêtes publiques ou dans les réunions publiques, c'est bah, écoutez, vous ouvrez le dossier et puis vous voyez qu'en page 126 de l'étude d'impact, la réponse elle est écrite noir sur blanc, il suffisait juste de le lire. » Sauf que personne ne va aller lire une étude d'impact de 1000 pages aujourd'hui. C'est clairement un problème aujourd'hui de concertation. Et le partage comme ça de l'ensemble de l'information et de l'ensemble des éléments qui ont généré les décisions sur le projet font que on a un énorme collectif de personnes sur le territoire qui sont capables de dire voilà pourquoi on a fait tel choix, voilà pourquoi et voilà où est la réponse à la question. Ce qui favorise aussi. Voilà. Et donc ça, ce partage de l'ensemble de l'information et des plus et des moins d'un projet fait que ça a généré effectivement un grand engouement au niveau territorial sur le dossier. Merci beaucoup pour cet exemple. Ça favorise aussi, je rejoins ce que disait, enfin je rebondis sur ce que disait Fabrice Boissier, et ça favorise, j'imagine, les changements de représentation, d'inclure comme ça autant de citoyens dans un projet. Alors on va continuer sur ce type d'exemple. Là, c'était en direct par un producteur. Maintenant, avec Énergie Partagée, donc Erwan Boumar, dont vous êtes le délégué général. Donc l'association Énergie Partagée permet justement d'accéder à la gouvernance de projet, ou en tout cas au capital de projet, via de l'investissement citoyen. Vous allez nous en dire un mot et puis nous expliquer comment justement ça change le comportement des citoyens et pourquoi les consommateurs ont envie d'investir de l'argent dans l'éolien en passant par Énergie Partagée, par exemple. Oui, alors juste rapidement, Énergie Partagée, il y a deux structures, il y a une association et puis un outil d'investissement. Là, je vais plutôt témoigner au titre de l'association qui va vraiment dans la fibre de ce qui a été développé sur les Alpes du Taillard, qui est de revendiquer une co-construction entre le territoire et puis les acteurs de développement pour que ces territoires s'impliquent. Parce que effectivement, j'entends du niveau sociétal énormément de facteurs sont ouverts sur l'acceptation des ENR. Aujourd'hui se pose quand même la question sur les territoires et c'est un peu un miroir de notre environnement politique, entre des zones très rurales sur lesquelles on veut développer les ENR et puis les acteurs qui interviennent, finalement, où est la valeur? Et il y a beaucoup de revendications des territoires aujourd'hui pour se dire développer un projet ENR, pourquoi pas, mais on a l'impression, on a le ressenti aujourd'hui, particulièrement sur la filière ENR, qu'on ne sait pas qui capte la valeur, et en tout cas, le ressenti, c'est que c'est beaucoup les développeurs et pas le territoire. Donc l'idée, c'est de remettre les territoires au centre de cette gouvernance pour développer des projets et capter un maximum de valeur locale, parce que s'il y a une appropriation locale, c'est pas uniquement l'actionnariat, c'est aussi la co-construction, et donc il y a une grosse volonté aujourd'hui des citoyens, mais surtout des collectivités, et la LTE nous a permis en fait d'accentuer ce modèle-là sur la volonté de se réapproprier la valeur, donc de travailler à livre ouvert avec des développeurs. C'est pour moi le sens de l'histoire, et c'est encore très très rare. Je pense qu'on pourra, dans les prochaines enquêtes, poser la question sur les refus, les anti-éoliens,
Est-ce que si le projet était porté par le territoire, financé et co-construit avec le territoire, est-ce que ça casserait des barrières de refus? Aujourd'hui, on a les expériences où on a des développeurs qui sont avec des oppositions très fortes et qui reviennent vers les territoires, vers les collectivités, vers les SEM, les outils régionaux qui peuvent investir et s'approprier le projet, en disant si on fait un projet de territoire, est-ce que vous êtes, et qu'on re-questionne un peu le développement, est-ce que ça passe? Et oui. Oui, ça passe. Donc on est vraiment dans les logiques où, sur l'innovation sociétale, on est en train de refaire du lien entre le territoire et puis une démarche qui était très longtemps tirée par le privé et les collectivités. C'est beaucoup de boulot en fait parce que ces gens-là travaillent sur des logiques entre les citoyens très militants, les collectivités qui ont une vision du service public mais qui potentiellement tous les 4 ans peuvent changer d'orientation et puis le privé qui sont assez éloignés au début. Donc c'est beaucoup d'informations, de formation. Donc l'association aujourd'hui au niveau national mais au niveau régional est aussi beaucoup aidée par l'ADEME, par les collectivités et les régions pour essayer de développer des outils et des dynamiques de territoire, pas uniquement sur les territoires les plus militants, mais un peu partout, puisqu'il y a énormément de territoires où l'éolien se développe finalement sans avoir fait ce dialogue sociétal de territoire. Aujourd'hui, c'est le positionnement d'énergie partagée, c'est de dire il faut que le territoire soit majoritaire ou ait au moins le contrôle des projets d'ENR pour que ce projet s'inscrive de façon durable sur les territoires. Donc effectivement, nous, depuis 2010, on a prôné l'investissement collectivité et citoyens majoritaire. On a des très bons retours d'expérience sur des projets qui soient portés par des collectivités, des projets qui soient portés par des citoyens. Donc quand je dis porter, ça veut dire dès le début, en fait, ce sont ces structures qui ont voulu mettre en place du développement et qui après ont été chercher un opérateur capitalistique ou pas, puisque maintenant, de plus en plus, on a des bureaux d'études qui permettent de développer des projets à livre ouvert sans participation capitalistique. Et puis, on a des projets qui sont portés par des développeurs et qui viennent vers nous évidemment depuis 1 an. Alors plutôt sur le solaire aujourd'hui parce que la partie, les 40% du financement participatif font que on veut reterritorialiser les projets. C'est plus compliqué, mais ça peut aussi se faire si on laisse venir le territoire dans la fin du développement, dans la logique et qu'on est capable de partager de l'information. Et je rejoins Cadran, c'est que sur l'exemple, il faut vraiment que les développeurs, les opérateurs changent cette culture-là. J'ai encore eu une réunion lundi où la culture du secret, la culture de la boîte noire sur le modèle économique du projet qui est en train de développer, alors qu'on veut dire que c'est des projets citoyens, des projets de territoire, fait qu'il y a un ressenti du territoire qui est quasiment un rejet de toutes les initiatives bonnes que peuvent prendre les développeurs. Merci beaucoup. Alors justement, vous aviez des exemples intéressants quand des collectifs de citoyens se mobilisent dans un projet. Ensuite, ils peuvent continuer leurs actions et elles se prolongent sur le territoire. Ça ne s'arrête pas juste au projet éolien. Oui, tout à fait. En fait, les projets éoliens, dans la démarche du territoire qu'on peut avoir comme représentation, ce qui est fait par exemple par Énergie Pays de Vilaine à Redon, ce n'est pas uniquement de produire de l'énergie, c'est de s'inscrire dans le scénario négawatt que Paul a présenté à la conférence précédente, qui est aussi de réfléchir à comment on baisse les consommations, comment on, soit par effacement, soit par changer nos habitudes. Donc on a, nous, dans énormément de projets, en fait, un budget qui est mis dans les projets pour que sur toute la durée de l'exploitation et pas que du coup au niveau pas que dans la logique d'associer le territoire sur le développement, mais vraiment dans la continuité de l'exploitation, qu'il y ait une association, une dynamique de créer pour que le territoire bénéficie de ces retombées. Donc ça peut être quoi? Ça peut être des actions de maîtrise de l'énergie, ça peut être des actions, donc une personne qui va sur les actionnaires, qui va sur le territoire faire des audits financés par la ferme éolienne des bâtiments publics. Et donc
alimenter finalement toute cette transition. Donc on a effectivement sur des projets éoliens assez significatifs la capacité aujourd'hui de mettre 20-30 000 euros par an pendant les 20 ans de tarif d'achat pour finalement concrétiser cette dynamique territoriale. Merci beaucoup, donc Erwan Boumard pour Énergie Partagée. Et je vais passer la parole à Laure Ferrag, donc, qui est cofondatrice de l'Indosphère, qui est une plateforme de financement participatif qui a été créée, je crois, en fin 2014 et qui a prêté plus de 18 millions d'euros grâce à l'argent apporté par les citoyens. Alors Laure, peut-être quelques chiffres sur le financement participatif lié aux énergies renouvelables et puis après on passera à en quoi ça fait évoluer les comportements et l'acceptabilité des projets. L'Endosphère est une plateforme de financement participatif en dette et en prise de participation en capital dédiée à des projets de transition énergétique, donc principalement projets éoliens et solaires. Donc notre outil s'inscrit pleinement dans ce que les deux précédents intervenants ont expliqué, en bénéficiant du cadre du financement participatif qui a été mis en œuvre en 2014 en France. Ce cadre permet aux particuliers, aux citoyens, d'investir en dette ou en action dans des projets directement. Et le porteur de projet, lui, bénéficie de l'expertise, de l'accompagnement, de la gestion d'une plateforme numérique agréée pour l'ensemble de ces opérations de financement participatif. C'est donc un outil qui est très simple à mettre en œuvre, qui ne demande pas de céder la majorité de son capital et qui peut associer les citoyens à la fois en phase de développement, de construction, de refinancement de ces projets. Et chez l'Endosphère, on croit que cet outil est quelque chose de formidable pour permettre la sensibilisation, l'appropriation, le soutien des citoyens pour la transition énergétique en général et pour les projets situés à côté de chez eux en particulier. Ce financement participatif en France, il est très jeune, hein, il va avoir 3 ans là, le 1er octobre de cette année. Et en 2016, l'association professionnelle donc FPF et Green Universe ont établi un baromètre pour suivre l'évolution de cette innovation sociétale qu'est ce financement participatif appliqué à la transition énergétique. Et on voit donc 11,5 millions d'euros qui ont été prêtés donc en dette, hein, avec des taux d'intérêt selon les plateformes, selon les projets, entre 4 et 7%, prêtés en 2016 par les épargnants, par les citoyens français, pour 66 projets d'énergie renouvelable, donc principalement là c'est éolien et solaire, par donc 25 développeurs qui ont présenté ces opérations sur les plateformes. Et l'Endosphère représentait donc l'année dernière 3/4 de ce montant collecté en France. La part du crowdlending éolien, donc du financement participatif en prêt, crowdlending, c'est 50% du montant collecté en 2016 et c'est 40% des projets présentés. Et alors sur l'Endosphère, parce que je n'ai pas les chiffres de la croissance sur les autres plateformes, mais on est assez représentatif de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, c'est une multiplication par 3 du montant levé pour le financement participatif lié à des projets éoliens. Et donc, à la fois, la part du financement participatif lié au projet éolien et sa croissance montre, à notre avis, à la fois la capacité, l'ouverture, l'enthousiasme des acteurs de la filière de se saisir de cet nouvel outil qui répond de façon assez efficace et simple aux attentes du territoire. Et à la fois, justement, cette attente qui se développe de plus en plus sur les territoires, d'être associés au financement des projets afin de bénéficier directement de leurs retombées économiques. Et ça change, comme vous le disiez tout à l'heure, la représentation qu'on se fait de ces projets. Au lieu de voir qu'une nuisance quand on voit les pales tourner, eh bien, on voit un outil de production d'électricité propre, renouvelable, qui en plus permet d'avoir des retombées économiques directes quand on a investi via une plateforme de financement participatif dans ce projet. Donc c'est vraiment un outil qui, grâce au numérique, permet aussi de dépasser cette contrainte très locale autour des projets afin de trouver des particuliers, des citoyens qui ont envie
de participer à la transition énergétique financièrement, à la fois dans les communes d'implantation du projet, les COM, mais aussi au niveau département, régional, voire national, en fonction des opérations et des attentes. Cette vision est accompagnée par les pouvoirs publics aujourd'hui grâce à 2 outils que sont donc premièrement un label, donc financement participatif pour la croissance verte, qui sera mis en œuvre à l'automne, qui permettra aux plateformes de labelliser les projets de croissance verte qui seront mis en ligne sur ces plateformes. Et donc là, les premiers projets seront labellisés à l'automne. Et surtout, ce bonus, cette prime financement participatif dans tous les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie et donc dans celui lié au projet éolien, ce bonus financement participatif donc pour l'éolien 2 à 3 € par mégawattheure en fonction de la proportion de financement participatif au capital ou au financement du projet. Ce bonus repose sur une préférence territoriale. C'est-à-dire que si on passe par du financement participatif, il faudra que l'argent levé le soit depuis le département d'implantation du projet et les départements limitrophes. Et donc on revient sur cette vision et qui répond à une attente sociale forte de relocalisation, de circuits courts, de transparence, de proximité. Et qui fait partie des grandes motivations des prêteurs aujourd'hui sur l'endosphère. Il y a évidemment la rentabilité du projet et qui fait du financement participatif un outil grand public qui dépasse le cadre des militants qui sont déjà convaincus et qui permet de parler à l'ensemble de la population. On est un véritable outil de placement, un véritable outil d'épargne. Donc l'impact positif des projets, donc quelle est l'empreinte carbone de mon épargne? C'est une question qui se pose et qui se pose de plus en plus. C'est dans la droite ligne de l'empreinte carbone de tous nos gestes du quotidien. La question de l'épargne se pose aujourd'hui. Et la proximité avec les projets, donc qui rejoint cette attente de circuits courts, de local, de territoire. Et c'est vraiment ce qu'on observe, nous, chez les prêteurs, dans la communauté de l'endosphère. C'est cette attente de projets positifs à côté de chez soi que l'on peut accompagner, dont on peut bénéficier directement. On a aujourd'hui plus de 6200 personnes, 6260, donc on a des inscriptions vraiment nombreuses tous les jours de ces citoyens qui ont envie et qui sont heureux de trouver un outil simple pour investir dans la transition énergétique avec une visibilité et avec des projets de qualité. Et enfin, donc nous, ce qu'on propose aux porteurs de projets, pour justement aller chercher ces investisseurs particuliers au niveau local, ce sont des outils à la fois sur les modalités des opérations, donc par exemple des ouvertures exclusives de campagne pour le territoire concerné par le projet, des taux préférentiels pour ce territoire ou des montants d'investissement plus importants que pour les autres. C'est aussi un accompagnement dans la diffusion de l'information, avec notamment des retombées médias, toujours locales, très positives et nombreuses autour de chaque opération, qui permettent de parler du projet sous un autre angle, un angle innovant, qui apporte une opportunité positive pour les citoyens de s'investir. Et donc, toute cette mutation aujourd'hui autour des projets, le financement participatif permet d'y répondre de façon simple à la fois pour le porteur de projet et pour les prêteurs, les investisseurs, personnes physiques particuliers. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est des opérations qui sont à 100% financées par les riverains du projet. Par riverain, on entend le niveau voire départemental. Merci beaucoup, donc, Laure Ferhag, pour l'endosphère. Alors, on va continuer justement sur cette vision, cette analyse des évolutions des comportements. On vient de parler de la production, et maintenant on va parler de la consommation d'énergie avec Équateur. Donc Julien Tchernia, vous êtes président et cofondateur d'Équateur, qui est un nouvel entrant. Vous venez de fêter 1 an d'existence sur la fourniture d'énergie 100% verte, 100% énergie renouvelable. Alors à votre niveau, peut-être déjà quelques chiffres sur la consommation d'énergie renouvelable en France, et puis les motivations aussi des citoyens. Pourquoi passer chez un fournisseur d'énergie verte?
Alors, merci, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité, merci d'être tous là pour nous écouter. Donc effectivement, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie. Ça veut dire qu'on est concurrent d'EDF et d'Engie pour chez vous, tout simplement. Et on a créé la société sur des conclusions qui sont les mêmes que celles que j'ai entendues à ma gauche et à ma droite. C'est-à-dire qu'il y a une démarche individuelle, que les gens sont prêts à la faire, que cette démarche individuelle, elle implique aussi des circuits courts, elle implique des choix, elle implique une responsabilisation. En même temps, on ne croit pas en l'écologie punitive, donc il faut proposer cette démarche individuelle et la rendre attractive. Et donc on a créé Équateur. Donc chacun peut aujourd'hui bouger. La première chose, quitter EDF, choisissez un nouveau fournisseur alternatif. Nous, c'est équateur.fr. Et derrière, c'est permettre à chacun de faire son choix. On pense, ça rejoint en reformulant ce que vous avez dit, que si chacun pouvait faire sa transition énergétique, elle serait faite en 6 mois. Tout le monde veut du circuit court, tout le monde veut du moins cher, tout le monde veut du renouvelable. C'est assez clair. Aujourd'hui, les fournisseurs proposent leur production. Donc on est plutôt sur un marché où tous les fournisseurs sont producteurs. Même Direct Énergie a racheté Quadrant maintenant, et donc ils vous vendent leur mix énergétique. Et nous on pense que chaque citoyen doit pouvoir choisir, c'est ce qu'on permet entre autres via notre société, et ça permet beaucoup d'implication locale. On va pouvoir dire à quelqu'un, tu habites là, ici il y a une centrale, tu vas avoir l'électricité qui est produite par cette centrale. Dans les faits, physiquement, il n'aura pas cette électricité, mais son argent va aller là. Et ça, c'est très important pour l'acceptation. Énergie partagée, vous l'avez dit, et l'Indosser aussi. Donc, on est dans le collaboratif. On a d'ailleurs profité de crowdfunding. C'était important au départ d'impliquer tout le monde dans l'activité. Et aujourd'hui, même, on va plus loin puisqu'on fait de l'autoconsommation pour les particuliers avec des offres qu'on veut le plus simple possible. En particulier pour l'éolien, vous n'avez pas de tarif de rachat pour les petits producteurs d'éolien comme vous retrouvez dans le solaire ou dans l'hydraulique. Les petites éoliennes, vous voulez dire? Les toutes petites éoliennes, les 4 kW, ce que vous mettez dans votre jardin. Et donc, c'est permettre à des gens qui ont envie de faire cet effort et cette démarche-là, et on en a de plus en plus. Et donc ça répond à votre question. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent autoproduire leur énergie sans souci de rentabilité, si ce n'est pas trop cher, si on est sur un budget de, on va dire, entre 5 et 7 000 euros. Et c'est, plutôt que de m'acheter un home cinéma, je vais produire mon électricité. De la même manière que je cultive mes tomates. Et je sais que si je cultive mes tomates, j'aurai trop de tomates en été et pas assez en hiver, mais ce n'est pas mon problème, c'est le plaisir de faire ça, de participer et de créer moi-même. Et donc nous, derrière, on simplifie les démarches pour ça, et puis on fait le netting d'énergie sur la facture finale pour être sûr que le surplus n'est pas gâché. Et ça, aujourd'hui, on va avoir encore bon, l'offre autoconsommation vient de démarrer, donc on n'a qu'un seul client avec une éolienne, mais bon, on en est fiers. Et pour l'énergie choisie, c'est-à-dire la possibilité de choisir où va son investissement, aujourd'hui, environ 5% de nos clients sont prêts à payer plus pour ça. C'est pas encore énorme. Et on n'a que de l'hydraulique, donc si aussi il y a des gens qui veulent nous vendre de l'éolien, on est ravis, on est là pour ça aussi aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir arriver à améliorer et à aller plus loin et à localiser aussi les impacts. Merci. Et au niveau de l'évolution des motivations, vous sentez quelque chose aussi qui bouge dans ce sens-là? On a, oui, enfin, nous on a fait une belle croissance, on est content en 1 an, et je pense que c'est cet aspect collaboratif, cet aspect énergie choisie, ce qu'on appelle nous l'énergie d'après, c'est-à-dire moins cher, collaboratif, choisi, qui commence à intéresser les personnes. On a entendu que donc l'intérêt du nucléaire a baissé de 8 points. Ça se sent chez les clients. En 2013, il était impossible de faire un discours anti-nucléaire quand on était fournisseur en France. Aujourd'hui, les gens sont prêts à l'entendre et sont prêts à accepter que c'est une énergie qui n'a pas que des aspects positifs, pour faire une litote. Donc, on a un ensemble d'éléments. Après, c'est important d'être le chaînon qui permet de passer de « je veux faire une démarche individuelle » à « j'ai les moyens de le faire de manière simple ». Et ça, c'est toute la difficulté, puisque bon, c'est du digital aussi et ça consomme de l'énergie, mais bon, c'est comme ça. Donc votre rôle de chaînon. Alors on va continuer sur justement comment on peut induire, développer toutes ces innovations au niveau de la société avec des exemples. Alors là, on passe du côté de la mobilité.
mobilité électrique et alors je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais laisser Nicolas Hugal de Lascors. Donc vous êtes directeur général de Vent du Nord, qui est un développeur de projets éoliens. Vous avez, je crois, déjà 2 parcs de 47 MW, c'est ça? Et alors justement, en développant un parc éolien, vous avez une idée pour favoriser encore plus l'acceptabilité ou motiver les gens sur un territoire, et vous allez nous en parler. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, on avait souhaité chez VDN de trouver un moyen pour faire accepter l'éolien et de développer de l'éolien autrement. On est sur un projet qui se trouve dans la région Hauts-de-France, où il y a déjà beaucoup de développement éolien, beaucoup d'éoliennes de construites. Et nous souhaitions vraiment amener quelque chose de différent et de reprendre un petit peu cette participation, mais cette participation non pas sur un plan économique, mais une participation volontaire à un projet réel. Donc c'est la raison pour laquelle on a à la fois misé sur de l'innovation, puisque on en parlait à l'instant tout à l'heure avec M. Trouvé de GRTgaz sur les aspects stockage par hydrogène, et en même temps avoir cette appropriation d'un projet éolien. Donc on a souhaité accompagner le parc éolien par un deuxième projet qui corrélé au premier forcément, qui est donc de pouvoir installer une borne à hydrogène sur la place du village sur lequel est implanté le projet de parc éolien, avec 2 véhicules à hydrogène qui seront en libre service pour la population du village. Donc ce projet-là, ce service que l'on rend, a été tout d'abord une mesure qui a été acceptée de manière phénoménale. On ne s'entendait pas d'ailleurs à avoir une telle acceptation de ce projet, tout d'abord parce que c'est quelque chose de nouveau. Jamais on avait parlé d'hydrogène, jamais on avait parlé également de possibilité aussi de pouvoir se déplacer. Alors on entendait bien sûr la voiture électrique, mais là on proposait quelque chose de complètement différent. Et puis ce projet-là aussi permet de rendre un service qui est, à mon sens, quand même très important sur les milieux ruraux, qui est de pouvoir désenclaver les villages avec l'ensemble des services qui aujourd'hui sont de plus en plus centralisés dans les grandes agglomérations. Donc le fait d'amener ce service-là a été pas une bouffée d'oxygène, mais vraiment a été accueilli de manière assez importante. Donc l'idée principale est de pouvoir très classiquement produire de l'électricité à travers le parc éolien. Cette électricité sera transformée en hydrogène grâce à l'électrolyseur de la borne qui sera donc installé sur le village et alimentera ces véhicules. Alors on a présenté ce projet-là à travers différentes réunions publiques. On en a même fait 2, tellement l'engouement était important. Certains n'avaient pas pu venir à la première, on en a fait même une deuxième. Et c'est grâce un petit peu à cette présentation d'un projet innovant qu'on a tout de suite senti un intérêt majeur. Et également, bien sûr, à la fois sur le projet hydrogène que l'on présentait, mais également sur le projet éolien, puisque les deux étaient corrélés. Et pour la première fois, ça fait à peu près 15 ans que je fais de l'éolien, pour la première fois, on exposait concrètement ce que pouvait représenter une finalité de l'éolien. L'éolien, on en implante partout, sur l'ensemble des territoires et sur les milieux ruraux. Mais quand vous implantez un parc éolien, pour les habitants du village, c'est totalement abstrait, on en avait parlé à l'instant. C'est-à-dire que l'habitant ne peut pas savoir si, quand il allume sa lumière, ça provient du parc éolien. Et là, pour la première fois, on a vraiment quelque chose de concret, parce que les habitants sont venus me voir et me disent, eh ben, dis donc, je vais savoir que grâce aux éoliennes qui vont tourner sur le plateau de mon village, je vais pouvoir faire rouler la voiture. Et ça, c'est vraiment totalement différent. Et cette appropriation est telle qu'aujourd'hui, on a même les élus du village qui vont même plus loin que notre simple démonstrateur, puisque ça reste quand même un simple démonstrateur, puisqu'ils sont déjà partis, eux, sur l'après.
ils sont déjà partis sur 2020-2022 où on va pouvoir sans doute renforcer le parc automobile. Ils sont déjà sur la mise en place d'un quart de ramassage à hydrogène qui pourrait se brancher sur cette borne. Ils sont même à avoir des tracteurs à hydrogène, donc c'est pour vous dire, ils sont déjà sur du long terme. Donc on a vraiment cette appropriation et cette volonté d'aller vraiment plus loin grâce à l'éolien sur un projet qui était totalement nouveau sur le milieu. Et on a même, au-delà même de l'aspect municipalité, on a même le conseil départemental qui est venu sur nos réunions publiques et qui eux aussi prévoient déjà de pouvoir remplacer certains de leurs véhicules administratifs par des véhicules hydrogène. Donc c'est déjà ancré et on a été énormément surpris d'avoir cette acceptation, cette volonté surtout et cette participation à vouloir nous accompagner dans un tel projet innovant. D'accord. Et justement, ce projet de borne à hydrogène et deux véhicules à pile à combustible, c'est ça, va être financé par le projet? C'est ça, en fait, on fait rentrer cette mesure comme une mesure d'accompagnement au parc éolien. Donc elle rentre totalement dans le CAPEX. Et alors elle coûte à peu près 300 000 €. D'accord. Voilà. Merci. Donc, mais c'est un moyen vraiment que l'on a réussi à trouver pour pouvoir accepter le parc éolien de manière autrement. Alors très bien. Alors on va terminer en fait avec justement l'essor du véhicule électrique. Alors je laisse la parole à Marie Castelli. Donc vous êtes secrétaire générale de l'association AVER, donc à l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Alors justement, l'essor des véhicules électriques, comment peut-il se concilier avec celui des énergies renouvelables? Quels sont les ponts à trouver entre les deux, puisque l'électricité des véhicules peut venir de n'importe quelle source, mais l'objectif c'est quand même que ce soit des véhicules propres, donc comment on peut faire? Bonjour à tous, merci de me recevoir pour parler au sein de ce colloque de véhicules électriques. Ça a été évoqué plusieurs fois dans la table ronde précédente aussi, donc je suis contente de voir que la filière hydrogène se préoccupe du développement de la filière électromobile, parce qu'il y a un vrai lien. Il y a un lien qui est important de démontrer et qui est très lié, ce lien, au comportement. Et c'est aussi pour ça qu'il est pertinent de nous faire parler dans cette table ronde aujourd'hui. Donc comme vous le disiez, le véhicule électrique, il est dépendant du mix électrique du pays dans lequel il circule. Il n'est pas plus particulièrement nucléaire, éolien ou photovoltaïque. Il est vraiment dépendant de ce mix. Mais par contre, il y a une opportunité que ce véhicule accompagne le développement de l'énergie renouvelable. Et tout simplement parce que dans un véhicule électrique, il y a une batterie d'une taille relativement conséquente et qu'on peut imaginer que le véhicule électrique représente des opportunités finalement de stockage sur roulette. Donc au-delà de la mobilité, que ce soit un instrument du développement des énergies renouvelables, de réponse à la question du stockage. Et ça, c'est vraiment une perspective pour la filière électromobile qu'il faut mettre en rapport avec le développement des énergies renouvelables. Mais si on veut arriver à ce type de résultat, il y a une dimension comportementale des usagers véhicules électriques qui est vraiment très importante, puisque finalement, en fait, un véhicule électrique va consommer quand il est branché et quand le véhicule réalise un appel de puissance sur le réseau. Donc la première pierre de cette participation du véhicule électrique au développement des énergies renouvelables et donc de l'éolien, c'est déjà que l'usager VE est un comportement vertueux dans sa recharge. C'est-à-dire qu'il y ait de l'intelligence dans la façon dont on se recharge. Aujourd'hui, les Français font à peu près 34 km par jour en moyenne, et les véhicules électriques de cette génération et des générations qui arrivent auront entre 200 et 400 km d'autonomie. Donc on voit que la nécessité de systématiquement se brancher chez soi quand on rentre du travail ou dans la rue quand on rentre du travail est pas forcément nécessaire. Et il y a un gros enjeu dans le développement de la filière, à la fois pour les rééquilibres du réseau, mais aussi pour les conséquences sur la production et sur le développement, le lien avec le développement avec les ENR, sur le pilotage en fait de cette recherche et d'amener les gens à être pertinents dans la façon dont ils se branchent et de brancher quand on est dans des moments où il y a une offre finalement d'énergie décarbonée.
Ça, c'est un enjeu pour la filière, c'est un enjeu qu'on travaille avec les pouvoirs publics, puisque déjà passer au véhicule électrique, c'est une démarche individuelle qui est particulière. On est vraiment dans de la conduite du changement. La possession d'un véhicule aujourd'hui est très associée à la notion de liberté. Et le fait d'avoir une autonomie qui est perçue comme réduite, même si elle correspond, on l'a vu, à la plupart des besoins, c'est déjà une démarche en soi de réflexion autour de ses besoins, de ses usages, qui peut être complexe à réaliser. Et si en plus on demande aux gens de décaler leur moment de recharge, de faire finalement un peu d'effacement, on leur demande vraiment de faire un effort sur la réflexion par rapport à leurs besoins, sur la réflexion par rapport à leurs usages et sur le lien aussi entre cette mobilité électrique et le système électrique global. Donc il y a un vrai travail à mener avec les producteurs, avec les gestionnaires de réseau, avec le transporteur, avec les distributeurs, pour finalement arriver à faire redescendre la valeur que ça va générer pour le système électrique jusqu'à l'usager, de manière à l'inciter finalement à faire ce pilotage. Ça, c'est la première étape du rôle du véhicule électrique. C'est la plus naturelle, c'est celle qui d'ores et déjà aujourd'hui peut être mise en place. Et après, demain, ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes. Alors, je suis désolée que M. Karenko soit plus là parce que c'est pas pour 2060, c'est beaucoup plus proche. Les véhicules électriques pourront participer aussi à l'équilibre du réseau en renvoyant de l'électricité sur le réseau. Ça existe déjà, ça existe par exemple au Japon. Il y a plus de 3000 maisons connectées à leurs véhicules électriques qui permettent de gérer la pointe de consommation. Donc on parle d'abord de gestion de pointe, mais demain on peut parler de participation à la sortie du nucléaire et donc au développement des énergies renouvelables, avec des véhicules qui sont donc capables de se charger dans les moments de production renouvelable et de se décharger sur le réseau ou sur des bâtiments dans des moments de pic de consommation ou de besoin de consommation. Et là encore, il y a une dimension comportementale énorme, puisque ça veut dire qu'il faudra demander à l'usager d'accepter de se voir décharger à certains moments, et même si ce n'est pas des moments de besoin de mobilité, le sentiment dont je parlais de limitation de la liberté, et notamment de la limitation de liberté de mouvement, va être encore plus fort si on demande aux gens de faire ça. Donc là aussi, si on veut que le véhicule électrique y participe à tout ça, il y a un énorme travail à faire de pédagogie, de compréhension et de travail sur le comportement des usagers véhicules électriques. Et quelles sont les pistes justement pour encourager les usagers à avoir ce type de comportement ? Alors les pistes, elles sont financières avant tout, parce qu'on sait que ça marche quand même beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par le développement durable, mais s'il y a une rémunération à attendre derrière, on sait que ça sera beaucoup plus incitatif. Donc le travail qu'on mène au sein de la filière véhicule électrique, donc avec tous les membres de la chaîne de valeur, de la production à la consommation de véhicules électriques, c'est de travailler à regarder comment on peut dégager la valeur financière que ça va générer pour les systèmes électriques et de la faire redescendre jusqu'à l'usager pour que les fournisseurs d'électricité demain soient capables de proposer aux consommateurs des offres tarifaires incitatives. Donc d'abord au pilotage et puis ensuite à faire du véhicule to grid ou du véhicule to home, donc de l'autoconsommation aussi avec son véhicule électrique, pour inciter finalement les gens à adopter ce type de comportement. Merci beaucoup. Alors, en fait, j'avais prévu peut-être un deuxième tour de table, mais comme on a pris un peu de retard avec ce matin et qu'à un moment donné, vous aurez peut-être envie de manger, je vous propose, déjà, je vais voir s'il y a des personnes dans la salle qui ont envie de poser des questions. Voilà, histoire que justement, comme on parle d'implication des citoyens, c'est bien que tout le monde se sente impliqué. Oui, monsieur. Merci. Bonjour, moi je suis étudiant en économie à Montpellier. Je fais également partie d'une jeune start-up qui est fournisseur de services en énergie renouvelable, notamment l'éolien. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la réflexion qu'il y a autour de cette table ronde, notamment lorsqu'il s'agit de l'innovation sociétale. C'est aussi un sujet très important que dans la conférence tout à l'heure, on n'a pas forcément évoqué. Il y a aussi un détail très important en comparaison avec l'Allemagne. Il y a un chiffre clé en fait que je ne sais pas si, sûrement en fait vous connaissez. En fait, la transition énergétique, surtout en termes d'éolien, on peut compter jusqu'à 40% de production éolienne est détenue par des particuliers. Donc d'où l'importance de cette innovation sociétale. Cependant,
en parlant d'outils de diffusion de ce nouvel esprit, on va dire, d'esprit d'acceptation de l'éolienne, sachant que l'argument principal, c'est ça n'est pas beau parce que c'est dans le paysage, ça fait du bruit. En termes d'outils de diffusion de cet nouvel esprit, je trouve qu'il faudrait plus réfléchir là-dedans, parce que je ne pense pas que toute la population a plus accès vers des revues ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que vous proposez là-dedans, ou quelle est votre réflexion à propos de ça? Donc, en termes d'outils, je vais répondre parce que vous avez déjà répondu en fait. Pour Équateur. Vous avez déjà répondu et je suis d'accord avec vous. Si vous prenez un parallèle tout simple sur les stations de ski dans les montagnes, c'est pas beau et ça fait du bruit. Et tous les Savoyards ont accepté de rayer leur montagne parce qu'ils gagnaient de l'argent avec cette implication-là. Donc si on implique en local aussi pour les éoliennes, il n'y a pas de doute, ça va marcher. Et je pense au contraire que de se dire c'est mon énergie, ça fait tourner ma voiture, ça fait gagner de l'argent, ça va simplifier à 80% l'acceptation. J'ai un exemple sur des centrales hydrauliques. Pareil en Savoie, vous avez des petites centrales hydrauliques qui font énormément de bruit, c'est-à-dire que vous avez la centrale, elle est à 1 km, le village l'entend, qui a fait finalement disparaître 80% du débit d'eau d'une belle cascade qui descendait de la rivière. Comme tous les villageois sont actionnaires de cette centrale, eh ben, tout le monde est très content. Quand il y a une nouvelle turbine, les gens prennent le vin blanc à côté, c'est une fierté du village. Et donc l'important, c'est que les gens comprennent que c'est à eux et qu'ils y gagnent de l'argent. Et pour moi, ça suffit largement. Donc Laurent Albuisson pour Cadran. Je vais essayer de compléter pour les 20% qui restent. Et ça rejoint aussi la remarque que vous faisiez tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le partage de l'information. Les gens, si on leur dit on va vous prendre de l'énergie, en gros de l'autonomie de votre voiture entre 19h et 21h, s'ils ne savent pas pourquoi et à quoi ça va servir, ils vont dire non. Forcément, ils vont dire non. Donc le partage de l'information, c'est aussi quelque chose qui a une force énorme pour l'acceptation d'un projet. Et donc c'est là que viennent toute la force d'une co-construction d'un projet et d'une gouvernance appropriée où les gens savent pourquoi on fait tel choix, les gens savent pourquoi on fait tel type d'investissement et les gens vont savoir par exemple pourquoi est-ce qu'on va faire de l'effacement de production ou de l'effacement où on va tirer sur une batterie. Et ça c'est très important. Et quand je dis, je vais quand même raccrocher les wagons, hein, quand je dis partage de l'information, c'est aussi le partage de l'information économique. C'est-à-dire que c'est aussi de dire si on tire sur une batterie à telle heure ou si on fait tel type de choix, c'est aussi parce que ça a un impact économique et que au final l'impact économique il est partagé et qu'il n'est pas que vers un opérateur dont personne ne sait ce qu'il fait et où il est. Donc voilà, c'est pour compléter les 20% qui manquaient. Et juste sur les 5 derniers pourcents, c'est vrai que en Allemagne, il y a quand même un esprit coopératif très fort et ils ont l'habitude de partager l'information, ils ont l'habitude de partager la valeur. Nous, en France, on a un segment coopératif qui se développe via l'économie sociale et solidaire. Nous, on voit bien qu'on s'est placé sur cet angle-là, on travaille avec Enercop qui développe l'offre coopérative, mais ce n'est pas dans la culture majoritaire en France où on aime bien qu'il y a un chef qui nous lead et qui nous avance. Il y a aujourd'hui pas mal de territoires en rébellion et qui, du coup, impulsent des dynamiques, mais c'est un changement comportemental et sociétal fort. Et peut-être pour compléter, on n'évitera jamais qu'il y ait 2 ou 3 opposants sur le terrain qui ont leur mot à dire et qui alimentent les débats, qui font peut-être même progresser les projets. Mais ces opposants-là, ils le resteront. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est voilà, pour 2 opposants, on a en face 100, 200, 300 personnes sur le territoire qui accompagnent et qui ont financé le projet. Et ça, c'est vraiment important aussi, c'est ce que permet les outils que nous mettons en œuvre. Et le partage de l'information, il est essentiel dans l'appropriation de ces outils. Et donc de dire, voilà, aujourd'hui, on vous offre une opportunité sur le terrain de partager l'information, si vous le souhaitez, d'investir. Mais de toute façon, le partage de l'information, il est essentiel et bénéfique à tout stade de développement du projet. Merci. Une autre question ou d'autres questions dans la salle? Si vous levez la main... Non, pour l'instant, non.
Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être réagir à une des choses qui ont été dites? Vous pensez qu'il y a vraiment, c'est très important de réagir à une des interventions qui a été dite? Sinon, on peut conclure là. Oui, Fabrice Boissier pour l'ADEME. Peut-être un complément suite aux différents éléments de réponse qui ont été apportés à la question. Bon, j'adhère à ce qui a été dit. Je voudrais juste appeler l'attention sur le fait qu'il y a la logique qu'on a d'approche des projets éoliens est importante, et notamment quand on entre en disant voilà, je dois faire un projet éolien, ça apporte des nuisances et je vais augmenter l'acceptabilité en donnant plus d'argent, en faisant de la concertation. Je pense qu'on part sur un mauvais schéma. La notion d'acceptabilité, on a pu le voir sur des projets de stockage de déchets, sur des projets de centrales nucléaires, etc. Je crois qu'on a l'opportunité, l'ensemble des interventions le montrent, de changer complètement de logique et de dire le projet éolien, c'est le projet de la collectivité. Ce que vous disiez sur une station, enfin un village de montagne qui veut faire une station de ski, il ne se dit pas c'est moche, il se dit j'ai un projet collectif. Et peut-être là, dans les acteurs qui étaient représentés, il manquait peut-être une collectivité, parce que je pense que les collectivités ont un rôle important à jouer, peut-être pour rassembler les citoyens, dire quel est le projet qu'on veut porter, peut-être orienter un développeur en disant non, nous, il y a des endroits où on ne voudra pas aller, c'est-à-dire que cet endroit-là, on ne voudra pas d'éoliennes, c'est pas la peine de discuter, c'est pas la peine de parler d'acceptabilité. Par contre, on peut imaginer un autre projet, et donc que construire collectivement ce projet d'éolien, ce projet de consommation, ce projet de vivre ensemble, c'est vraiment la voie pour sortir du schéma. Puis je reviens sur ce que je disais au début, changeons nos représentations de l'énergie. On a une énergie, un système énergétique du passé, on va vers un système énergétique du futur. Il est à construire. Ça nous laisse des marges de manœuvre importantes, collectivement, au niveau local et au niveau national. Je constate avec plaisir que la table ronde, là, est plus jeune et plus féminisée que la précédente. J'espère que c'est des signes que ce monde de demain, il peut être inventif et désirable. Voilà. Merci. Alors ça tombe bien parce que cet après-midi, justement, la première table ronde à 14h porte sur les aspects locaux donc, et territoriaux de l'éolien. Et on aura des collectivités territoriales, locales qui seront représentées, ainsi que des associations comme Amorce ou comme Leclerc. Voilà. Donc pour l'instant, je vous remercie donc, pour votre présence et vos présentations. Donc je retiens tous ces mots de transparence, reterritorialisation, faire des choix, être impliqué, être dans le collectif, donc tout ce qui porte les citoyens aujourd'hui. Merci beaucoup.